Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je suis super content et honoré de recevoir, je dirais, mon bromance de l'année, Francis Paquet de SiteGrow. Comment ça va, Frank? Ça va super bien. Merci, Marco, pour l'invitation. C'est moi qui est honoré, en fait, d'être sur ton pod aujourd'hui. Oh, j'aime ça. Francis, on a un parcours, pas un parcours, mais on a un niveau de rencontre qui est quand même assez particulier parce qu'on se connaissait pas. On se suivait sur les différentes plateformes, on interagissait avec notre contenu et tout ça. Et l'année passée, t'es venu à mon show de radio au FM 103.3. On a parlé de SEO, GEO, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et finalement, de fil en aiguille, tu m'as relancé et maintenant, t'es chroniqueur à mon émission une fois 2 semaines. On parle d'intelligence artificielle, de référencement, tout le kit. Puis j'adore tout simplement ton contenu. Là. Moi, je consomme, je suis un fan. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Francis Paquet, SiteGrow, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? En fait, on a décidé, moi puis ma cofondatrice puis ma conjointe qui est Marie, on a décidé de fonder SiteGrow. En fait, on aide les entreprises à se positionner sur Google puis ChatGPT. Donc, ChatGPT et les autres outils d'intelligence artificielle. Fait qu'on arrive vraiment, le client, il a déjà son site web ou il a déjà travaillé une présence en ligne, puis nous, on l'aide vraiment à se propulser là, sur les différents outils comme Google et ChatGPT. Puis les résultats sont, tu sais, au début, on a commencé à aider un premier client qui avait beaucoup de difficultés. Les résultats ont été très, très forts. Puis après ça, le bouche à oreille a fait son chemin. Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe en seulement 7 mois. Là. Donc, c'est quand même fort. On devrait finir l'année à 1 million de chiffre d'affaires si tout continue de bien aller dans ce sens-là. Fait que c'est quand même, on est vraiment content. Moi, ça fait 15 ans que je faisais du SEO. Fait que c'était pas nouveau. C'était ça ma question. C'est de dire comment Francis, il se lève un matin puis il se dit « Ah, OK, je vais partir une agence de SEO, GEO. » Ouais, ben en fait, on a un parcours un peu similaire sans le savoir. Ah, t'as fait de la prison? Pas exactement, mais non, sérieusement, c'est le parcours plus en agence, en mode plus grosse équipe, tu sais, beaucoup de projets, beaucoup de staff. On vient du monde des agences. Là, moi, j'ai fait les 10 dernières années dans une agence marketing à Montréal. Puis, c'est ça, année après année, j'étais comme, moi, je pense que je suis mûr pour avoir mon propre projet. Je pensais que j'étais intrapreneur, mais là, je pense que c'était le temps d'être entrepreneur. Donc c'est ça. Tu sais, oui, lancer des sites web, c'était le fun. Oui, lancer des plateformes pour les clients, c'était bien. Mais je trouve que c'était beaucoup de gestion de personnel, beaucoup de gestion de projets pour pas nécessairement un ROI. Tu sais, les clients n'avaient pas de retour sur leur investissement réel, tandis qu'aujourd'hui, dans nos rencontres, on parle que de retour sur investissement avec nos clients. Fait que c'est comme pas mal plus motivant. Là. OK, mais là, j'ai une question qui est plus personnelle. Je suis toujours curieux de voir le processus, de dire, tu sais, toi, tu as des enfants. Ouais. Et là, d'arriver puis de dire, j'ai un emploi, je travaille, j'ai un salaire qui rentre et tout ça. Et là, je fais comme, fuck it, je fais tout ça là. Le processus s'est fait comment? Ouais, c'est un processus qui s'est fait vraiment rapidement. Puis, tu sais, pour ajouter une couche, j'ai eu mes enfants avec une conjointe que j'étais pendant 12 ans. On s'est séparés. J'ai rencontré Marie. En dedans de 6 mois, on quittait nos emplois. On lançait une nouvelle entreprise. 2 enfants à mi-temps, donc 1 semaine sur 2. C'était quand même beaucoup de défis. Mais on dirait que cette année-là, je m'étais dit, moi, je vais penser à moi. C'était l'an passé. Je pense à moi. Je fais des moves pour moi. Je venais d'avoir 30 ans. J'étais comme, OK, je pense que c'est l'heure là, de travailler de mon côté. Fait que ça n'a pas été facile. Au début, c'était pas mal plus difficile. Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais on a pris les économies qu'on avait. On savait qu'on était bon dans ce qu'on faisait. Puis on est parti avec ce bagage-là. Moi, c'est drôle parce que en 2013, fin 2013, c'était à peu près une situation similaire. Là. Moi, j'avais une agence en commerce international. OK. 2013, j'ai quitté l'agence. 1 mois plus tard, je me séparais de la mère de mes enfants. J'emménageais dans le condo de mon frère, puis je partais à mon agence. Fait que moi, je niaisais tout le temps avec ça, puis c'est la même chose pour toi. C'est, tu sais, quelqu'un qui me rencontre en octobre 2013, puis me rencontre en février 2014, puis il dit quoi de neuf? Je suis comme, man, va te chercher un café parce qu'on a en crise à raconter, là, tu sais. Ah, c'est exactement ça. Nous autres, tu sais, ça fait 2 ans qu'on est officiellement ensemble, moi et Marie, puis tu sais, je pense qu'on pourrait faire 2 livres là, sur ce qui est arrivé en 2 ans, là, d'un gros emploi, quand même, un salaire dans les 6 chiffres, à plus rien du tout. On a fait une offre sur une entreprise de café, on voulait se lancer, on voulait plus travailler dans le web du tout.
tout parce qu'on était comme, nous, les ordinateurs, c'est terminé. À revenir aux ordinateurs puis dire, OK, non, puis on va aller sur des podcasts éventuellement, on va être reconnu pour ce qu'on fait. Tu sais, aujourd'hui, on se parle, puis ça fait, je te parle de conversations qu'on a eues il y a 10 mois, là, où je dis à Marie, je pense qu'on va être invité à des podcasts comme celui de Marco ou d'autres, puis aujourd'hui, ça arrive. Donc, tu sais, je pense qu'il faut croire en nos rêves puis aux ambitions qu'on a. Mais ouais, quand on est bon dans ce qu'on fait, puis avec avec de la confiance, tu peux faire un bon bout, c'est ça. Oui. Puis tu sais, puis au pire, c'est un peu ce qui est arrivé avec mon agence. Tu sais, mon agence, ça t'a fait 9 ans, puis après ça, je l'ai fermé, de dire, tu sais, ça se peut que ça marche pas, là. Mais tu sais, je veux dire, tu me dis, t'as 30 ans? Ouais. Jeune loup, man. Je veux dire, non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, hey, il y a 30 ans, moi, ça fait 13 ans, là. Je venais d'avoir mon 2e enfant. Ouais. Il y a 13 ans, fait que ça veut dire que ça nous amène en 2012. Chris, en 2012, j'avais encore mon agence de commerce international. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que les gens, ils ont tellement... C'est Tony Robbins qui disait ça. Il disait, les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10. Ouais. De dire, OK, là, ça peut être tough, mais dans 10 ans, on va être où? Ouais. Puis... Mais d'ailleurs, ça m'amène à la question, dans 10 ans, on va être où, man? Tu sais, parce que là, ça va faire 3 ans, ChatGPT. Ouais. C'est fou. C'est hallucinant. Là. Tu sais, ça va faire 3 ans. Ça a complètement révolutionné le monde des affaires et le monde en général. Puis moi, je trouve qu'il y a une certaine... T'as été un visionnaire de dire, OK, comment est-ce qu'on mélange le référencement avec l'intelligence artificielle? Parce que j'aimerais ça que tu me parles un peu plus du comportement des utilisateurs. Comment les gens maintenant utilisent l'intelligence artificielle pour du référencement? Oui, c'est une bonne question parce que essentiellement, là, pour moi, l'intelligence artificielle puis ChatGPT, ce qui est arrivé, c'est bien, puis tout le monde voit ça comme une grande révolution. Mais moi, j'utilisais Google depuis des années, un peu de la même façon que j'utilise ChatGPT puis que les gens commencent à l'utiliser. Avant, les gens étaient habitués de faire des recherches sur Google avec des mots-clés simples, de chercher, exemple, avocat Montréal ou des choses comme ça. Ils dialoguaient pas vraiment avec le moteur de recherche. Moi, j'ai toujours fait mes recherches de façon plus exhaustive. J'essaie de poser des questions à Google pour qu'il me donne les réponses vraiment précises sur ce que j'avais besoin, ce qui faisait que j'avais un edge souvent sur les autres qui utilisaient Google, mettons, d'une façon plus simpliste. Aujourd'hui, avec ChatGPT, le réflexe, c'est de travailler. Puis les gens, maintenant, sur ChatGPT, vont faire des recherches vraiment avec... Tu sais, je pense que la moyenne, les stats, c'est comme un 20 mots par prompt, là, par recherche sur ChatGPT. Fait que les gens vont vraiment converser. Là. Ils vont dire, j'ai une problématique, je veux me séparer, qu'est-ce que je vais faire pour la garde des enfants? As-tu des trucs? Les gens vont donner beaucoup de détails. Puis ChatGPT va proposer, dire oui, tu devrais aller voir un avocat, puis voici les meilleurs avocats de Montréal, par exemple. Fait que moi, j'ai identifié une opportunité pour les entreprises d'être présents ici. Puis, tu sais, on en a déjà parlé à la radio, mais pour les auditeurs du podcast, au Québec, on est en retard. Tu sais, c'est ça qui est dommage. Puis, je me demande, ça part de où? Ça va même jusque sur les bancs d'école. Les gens sortent avec des bacs, des maîtrises, tu sais, en marketing, en communication, puis ils voient pas ces choses-là sur les bancs d'école. Le vrai, tu sais, quand tu viens sur le marché du travail, puis les vrais projets, puis les vrais clients, il y a de la job à faire. Là, c'est pas juste de la théorie. Mon ancien partner disait toujours qu'il n'y a aucune différence entre la théorie et la pratique en théorie. Puis ça m'a toujours fait rire parce que tu sais, le système d'éducation a de gros avantages, mais pour moi, le plus gros désavantage, surtout quand on parle de marketing numérique, puis je l'ai vécu quand j'avais mon agence parce que j'engageais des stagiaires, des finissants de marketing numérique, puis de dire qu'il y avait 45 heures de formation en marketing numérique sur un cursus de 3 ans. Et le 45 heures était un programme qui a été approuvé par le gouvernement il y a 5 ans. Mais tu sais, t'es comme Chris, il n'y avait même pas ChatGPT. Puis c'est ça qui devient de plus en plus tough parce que ça évolue tellement vite que malheureusement, puis je le comprends, puis c'est pas un reproche, c'est une constatation, le système de l'éducation ne peut pas suivre la vague, c'est impossible. Fait que oui, on est en retard et c'est là qu'on doit nous-mêmes se former puis nous-mêmes se tenir au courant parce que ce que tu m'expliquais justement à la radio puis j'avais trouvé ça super intéressant, c'est que, tu sais, dans le fond, quand on dit que ChatGPT va aller chercher des réponses, mais ChatGPT va aller sur une base de données, mais la base de données, c'est l'Internet. Donc, tout le contenu qui est disponible sur l'Internet va servir à pouvoir donner une réponse, d'où la stratégie de référencement, de dire
plus mon contenu va être pertinent, plus mon contenu va avoir de la valeur, plus je vais augmenter mes chances de pouvoir sortir dans les résultats de recherche d'intelligence artificielle. Exact. Puis ça te pousse, en fait, à vouloir aider les gens avec ton site web. Fait qu'au lieu d'avoir juste un site web en mode promotion, de dire, OK, ben moi, c'est les services que j'offre, puis, tu sais, je veux travailler sur ces industries-là, ben là, il faut venir aider vraiment ce que les futurs clients cherchent comme solution. Fait que c'est pas juste de vendre ce qu'on a comme offre, mais vraiment de venir les aider. Fait que je pense que ça pousse aussi tout le monde à revenir peut-être en arrière puis dire, OK, ben j'ai un site web, j'ai des pages services, oui, j'ai des pages case study, mettons, mais au final, est-ce que j'aide vraiment les visiteurs à trouver la meilleure solution à leur problématique ou à ce pourquoi moi j'offre ce service-là? Fait que ça pousse les gens à en donner plus. Moi, je pense que c'est bon. Tu sais, avec ChatGPT, on peut avoir accès à de l'information beaucoup plus facilement qu'on en avait avant. On peut contre-vérifier de l'information qu'on trouve. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tout un edge à l'utiliser, puis ça pousse tout le monde à faire du contenu qui est beaucoup plus pertinent. Avant, on faisait beaucoup du contenu pour nous, moins que du contenu pour les gens. Ben oui, 100%. Fait que dans le fond, si on reprend ton exemple d'avocat Montréal, ben avant, ma façon, je suis un avocat à Montréal, ma stratégie est relativement simple. J'ai mon site web de base, où est-ce que je fais la description de mes services et tout ça. Et là, j'avais deux options. La première, c'est de dire, bon, OK, je vais payer du Google Ads. Fait que quand quelqu'un va faire la recherche Avocat Montréal, je vais être le premier résultat en haut. Ça, on va en parler, ça va être le point 1. Et le deuxième, ben, c'est de dire je vais travailler sur mon SEO en faisant des articles de blog, des ci, des ça, pour améliorer mon résultat de recherche et tout ça. Mais là, ça fonctionne de moins en moins pour deux raisons précises. Premièrement, puis là, je veux t'entendre là-dessus, les ads sur Google. Ouais. Avec Gemini qui vient d'arriver et tout le kit, on est complètement ailleurs. Là. Ouais, moi, je pense que si tu dépenses un budget en ce moment, là, on est quelle date officiellement? On est quoi, fin septembre? Là? J'ai pas le ben le podcast va sortir en octobre. On est en octobre. Bon, fait qu'on est en octobre. Ben, tu sais, c'est un budget de ads qui est quand même assez haut, là, autre que pour protéger ta marque, là, puis être sûr que quand on cherche ton nom, pour générer des leads, générer des ventes. Exact. Ben, moi, je me poserais des questions parce qu'il y a de moins en moins de leads qui vont arriver par des mots-clés si précis. Puis tu ne seras pas là sur de toute façon les grosses questions-réponses. Fait que moi, je pense que tu devrais travailler beaucoup plus ton organique en ce moment pour ce qui s'en vient. Tout nous indique que l'organique va gagner tu sais, regagne ces notes de noblesse qu'on a déjà eues dans le passé. Ouais. Le SEO, il y a 10 ans, c'était ultra important. Après ça, les gens ont commencé à faire beaucoup d'ads, comme tu le dis. Puis là, je pense qu'on a un retour vers l'organique qui est super important parce que l'intelligence artificielle sort en premier. Ben, c'est ça. Peut-être si on peut l'expliquer à nos auditeurs et auditrices de dire pourquoi que les gens ne cliquent plus. Ce serait quoi la raison? Ils ont la réponse directement. Fait quand vous faites une recherche à la maison peu importe, mettons, en lien avec les avocats, souvent, il va avoir un résultat d'intelligence artificielle. Fait qu'une espèce de paragraphe qui va venir répondre à vous offrir une solution, une explication sur la question que vous avez. Après, il va avoir les résultats payants et ensuite les résultats organiques normaux. Donc, souvent, les gens vont trouver la réponse dans l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, en marketing, on en parle souvent, tu sais, de rester top of mind de nos gens, d'être toujours présent dans les différentes plateformes. Ben, ça rajoute, en fait, d'être présent dans l'intelligence artificielle parce que ça se peut qu'ils ne cliquent pas. Puis, ils ne cliquent pas sur Marco Bérubé, c'est correct, mais c'est toi qui les as aidés, c'est toi qui est cité comme l'expert qui donne cette information-là. Fait que tu es dans leur tête, même s'ils n'ont pas été sur le site web aujourd'hui lors de leur recherche, ben, c'est quand même toi qui a été là pour les aider. Fait que dans le cas que tu dis, quelqu'un va faire une recherche sur Google et dit je cherche un avocat en médiation familiale, exemple, un avocat en divorce ou whatever. Ouais. Mais là, avant, le résultat, c'était je vais avoir les résultats payants en premier, puis après ça, les résultats organiques. Fait que moi, je suis un avocat à Montréal, je paye, je sors d'un premier résultat, good. Mais là, ils ont rajouté un layer de plus, de dire que la première réponse que tu vas avoir, c'est une intelligence artificielle, Gemini, dans le cas de Google, qui va aller sur tous les sites web, qui va aller chercher toute l'information et qui va me la condenser selon la requête que j'ai faite. Fait on parlait de 60%, je pense, de baisse de taux de clic, de dire que les gens n'ont même plus besoin de cliquer parce qu'ils ont la réponse toute faite par l'intelligence artificielle. Hey, 60% de taux de clic, c'est énorme. Et on s'entend, ça commence. Ouais. Tu sais, je veux dire, ce taux de clic-là, va pas aller en diminuant. Là. Va pas dire « Ah, mais après un an, les gens ont recommencé à cliquer. » Non, ça va être pire. Là. Éventuellement, les gens ne cliqueront juste
plus sur les sites web parce que l'intelligence artificielle va te donner toute la réponse. Mais oui, puis on le voit même dans ChatGPT, on peut même acheter un produit pour certaines requêtes. On le voit beaucoup aux États-Unis, mais moi, je travaille avec quelques clients ici au Québec qui vendent des choses en ligne, puis tu peux faire une transaction là, presque au complet du côté de... Tu restes dans l'environnement de ChatGPT, fait que tu veux que ton produit ressorte dans l'outil. Là, OK, fait que là, ce que tu es en train de dire, là, c'est que je suis sur ChatGPT et je suis en train de poser des questions sur... Bon, le premier exemple qui me vient en tête, c'est hey, j'aimerais ça commencer à faire du paddleboard, mais je ne sais pas précisément quel type de paddleboard ça me prend parce qu'il y a des grandeurs, il y a des modèles, il y a des ci, il y a des ça. Fait que là, je discute avec l'intelligence artificielle, il me donne des réponses et à la fin, il dit, selon ce qu'on a convenu que tu aurais besoin, veux-tu que je te propose des paddleboards qui pourraient répondre à ce besoin-là. Exact. Et là, il me propose paddleboard par compagnie 1, 2, 3. J'ai possibilité de cliquer dessus puis de faire la transaction. Exactement. Fait que tu peux carrément faire tu vas pas sur la plateforme, là, tu fais la transaction. Fait que tous les sites, exemple, qui vont être avec Shopify, puis tout ce qu'on connaît d'Apple Pay, puis toutes ces plateformes-là où tu n'as pas besoin de vraiment interagir avec les plateformes pour faire un achat, ben, tu vas devoir proposer des produits carrément là, où tu peux acheter. Fait que je pense que ça change vraiment la façon. Puis comme tu as dit, ça ne reviendra pas. Là. On ne reviendra pas en arrière. On n'est pas à l'abri que... Tu sais, tout indique que ChatGPT et même Gemini en haut des résultats va éventuellement incorporer des publicités là-dedans. C'est sûr et certain. Ils ne vont pas se couper de ce marché-là. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est que c'est dur de savoir tout sur quoi ta campagne, mettons, payante, tu devrais être sur toutes les requêtes que tu devrais avoir. Parce que là, dans l'exemple où on parle de paddleboard, tu sais, comment tu ferais pour cibler, de dire, moi, je veux payer pour que tu proposes mon produit s'il y a ce scénario de conversation-là. Je ne sais pas comment ils vont se rendre à être capables de dire, je veux que tu proposes mon paddleboard quand il y a ce scénario-là. Donc, moi, je continue de croire que si tu étais là au début de cette vague-là d'intelligence artificielle puis que tu places ton site web comme une référence en paddleboard, par exemple, ben même quand il va y avoir des publicités, tu vas avoir une grosse masse de trafic parce que oui, les gens qui vont écrire peut-être paddleboard, je sais pas les marques, mais mettons X à vendre, ben oui, peut-être que c'est les résultats payants qui vont les avoir éventuellement, mais toutes les questions et les conversations, comme tu viens d'en faire un exemple, ben ça va être toi quand même qui va être là. J'ai de la difficulté, moi aussi, à voir comment on va être capable d'instaurer un modèle de publicité payant là-dedans parce que je trouve que ça va dénaturer un peu l'essence de l'intelligence artificielle de dire je pose des questions, je suis très précis dans ma requête de ce que je recherche et au final, tu vas me proposer un résultat qui est peut-être pas aussi précis que ce que je recherche, mais qui est prêt à payer plus pour être là. Tu sais, l'exemple, c'est de dire si je veux un paddleboard de 10 pieds qui me permette d'être en rivière, mais que la compagnie qui fait des paddleboards de 12 pieds qui permet de faire ça en lac, ben, puis qui paye plus cher puis qui sortent, ben, en réalité, j'ai pas eu le résultat. Mais on s'en va là, je suis 100% d'accord. Parce que, tu sais, Google, genre 95% de leurs revenus, c'est la pub Google. Oui, ils vont pas arriver du jour au lendemain puis dire, hey, guys, il y a eu une évolution. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire 95% de nos revenus. Non, fuck that shit. Là, c'est sûr qu'il y a certains qui vont pouvoir l'optimiser. Mais là, on parle de tout cet environnement-là qui est fascinant. Mais toi, SiteGrow, là, c'est quoi la procédure ou comment tu peux aider une entreprise qui est comme, c'est bien beau les boys ce que vous me dites là, mais Chris, je fais comment? Ah ouais, c'était une bonne question. En fait, on a une espèce de recette là, qui ressemble un peu à ce qu'on faisait beaucoup en SEO, mais adapté, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. On aime bien séparer ça en deux services, si on veut, là, qui se rejoignent. La première, c'est qu'il faut que tu aies un site web qui, techniquement, répond à tout ce que les outils veulent avoir. Donc, exemple, un site qui va être rapide, parce que, évidemment, quand ChatGPT ou Google vient voir ton site web, ben, il veut pas avoir à attendre après ton data, mais aussi va dire, ben là, moi, si je te référence comme une source, est-ce que les gens vont avoir une bonne expérience quand ils vont venir sur ton site web? Fait que c'est important d'avoir un site web qui va être performant, d'avoir des bons titres. Tu sais, souvent, je vois... Tu sais, exemple, les H1, H2, H3, pour un peu monsieur, madame, tout le monde, c'est souvent ce qu'on voit comme le gros titre, le plus petit titre, puis un troisième plus petit titre. Mais c'était de la segmentation pour le SEO dans le temps, de dire que c'est plus facile pour
le référencement, de dire j'ai très rapidement le H1, c'est quoi le titre, le H2, c'est quoi le sous-titre. J'ai pas besoin de lire le texte au complet. Exact. J'ai les grands titres qui me donnent le big picture, puis après ça, je suis capable de juger de la pertinence et tout ça. Ben, tu vas voir l'exemple avec les titres, là, ça m'arrive, je prends jamais un client c'est parfait. Puis tu sais, pourtant, toi, t'es en rédaction d'un deuxième livre, t'en as fait un premier. T'aurais-tu lancé un livre où que tes titres et tes chapitres sont pas clairs, on sait pas où qu'on s'en va, personne n'aurait fait ça. Mais c'est la même chose avec un site web. Là. Même si c'est des critères SEO qui datent de... On faisait ça il y a 15 ans. Aujourd'hui, on le voit encore, les gens le font pas correctement. Fait que c'est de s'assurer que notre H1, c'est notre titre de livre, si on veut. Fait que le titre de qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant en premier. Le H2 va expliquer un petit peu le H1. Le H3 va expliquer un petit peu le H2. Puis on a une hiérarchie comme ça. Ça, c'est un autre exemple du côté plus technique que je dirais qu'il faut avoir. Le troisième, qui est pas qui est selon moi le plus important, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un schéma. Là, je ne veux pas perdre personne, mais c'est comme si c'était un langage entre le site web puis Google ou ChatGPT qu'on peut lui dire c'est quoi qu'on fait, qui on est, c'est quoi le service qu'on offre, dans quelle zone on dessert des clients, sans visuel, sans photo, vraiment là, juste en pur texte. Puis c'est une norme. Fait que tous les outils comprennent ce langage-là. C'est comme si c'était une langue, une nouvelle langue là, que les outils comprenaient. Puis ça, c'est ultra important. Comme ça, quand Google ou ChatGPT viennent sur ton site web, ben, ils n'ont pas besoin d'interpréter t'es qui, tu fais quoi, quel client tu desserres. Tu viens vraiment lui mâcher pour lui tes clients. C'est comme ta carte d'identité, genre. Exactement. Voici qui je suis, voici ce que je fais, voici je suis où. Ouais. Elevator pitch, là, Puis ça, c'est quoi? C'est de la programmation back-end que vous faites? Ou Ben, oui, on pourrait voir ça comme de la programmation, mais essentiellement, moi, j'aime bien ça imager comme un gros Excel avec des questions-réponses. Okay. Tu me donnes tes réponses, puis après ça, on les met dans un format qui va être lisible pour les outils. Fait que c'est un peu la méthode qu'on utilise. Les gens tombent souvent dans le panneau que, tu sais, exemple, ils vont être sur WordPress, qui est un outil de gestionnaire de site web. Mais là, il y a un plugin, un module que tu peux ajouter qui va gérer ça pour toi. Moi, j'aime toujours dire, ben, il n'y a personne de meilleur que toi pour expliquer ce que fait ta business. Fait que fais attention avec les outils qui t'en promettent, tu sais, puis qui te disent, on va le faire pour toi en paye 30$ par mois, puis, tu sais, nous autres, on va s'occuper de ça. Attends une minute. Moi, je préfère vraiment faire un schéma pour chacune des pages spécifiques, puis parler avec l'entrepreneur ou l'équipe des ventes pour savoir ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Puis ça, c'est un gros edge. Aux États-Unis, on va le voir beaucoup. Tu sais, ça serait pas un gros big deal là, aux États-Unis d'arriver et de dire on va mettre un schéma. Puis tu sais, les gens sont comme tout au fait. Mais ici, au Québec, personne ou presque fait ça. Puis, ce qui est parfait pour toi. Oui, ce qui est une bonne chose pour nous, assurément. Puis je pense qu'à Montréal, on est les plus tannants avec le schéma. Là. Nos schémas sont quand même très, très détaillés. Fait qu'on est très, très piqué là-dessus, mais c'est ce qui donne des résultats. Là. Des fois, 1 mois, 2 semaines, tu peux te voir citer déjà sur l'intelligence artificielle parce que tu as eu le edge de tous tes compétiteurs de dire, moi, je te le donne simplement ce que je fais puis qui je suis. Puis des fois, ça permet aussi de se poser des questions. Là. Puis on réalise que, ouais, dans mon site web, dans le fond, j'explique peut-être pas depuis quand j'ai été créé, c'est qui mes founders. Tu sais, c'est toute l'information qui augmente ta notoriété, veux pas, que tu n'as pas pensé de mettre sur ton site web, mais que là, dans cette espèce de langage-là, tu vas venir mettre. Puis Google, quand il va le lire, ben, il va dire, crime, OK, c'est Marco, voici son profil LinkedIn, je peux aller voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Tu sais, on va lui donner vraiment un bagage. L'idée de la carte d'identité, j'adore. Fait que ça c'est la base qui serait, j'appellerais ça le contenant. Oui, exact. De m'assurer que mon site web, j'utilise le terme back-end, là, mais tu sais, en arrière, que tout est bien fait, puis que quand il fait la première recherche, ben, il est capable de valider que j'ai une pertinence et tout ça. Mais après ça, il y a toute maintenant que je l'ai faite, puis que tu me dis, OK, ça c'est beau, c'est fait. Je veux dire, je m'assois pas sur le pouf. Non, la deuxième portion, c'est vraiment une question de contenu. Fait que là, on vient de passer les dernières années. Moi, je me rappelle, je disais aux gens, ben less is more, faites moins de contenu. Tu sais, un simple plus épuré, on veut pas perdre les gens. Là, on revient. Là, on revient avec comme, non, il faut un blog, il faut l'alimenter. Puis je parle pas d'article de blog. Tu sais, oui, c'est bon de dire qu'on a été nominé quelque part pour notre notoriété ou quoi que ce soit, mais je parle de blogs qui vont aider les visiteurs, qui
sont en recherche de solutions. Puis c'est comme ça qu'on va être cité, exemple, dans Gemini ou ChatGPT, parce qu'on va être vu comme quelqu'un qui donne des réponses, qui est là vraiment pour aider. Ça fait augmenter notre notoriété. Puis en même temps, ben, ça nous amène des leads parce qu'on est là pour aider les gens. Fait que nous, on a une stratégie, 2 blog posts par semaine. Okay. Donc, des fois, j'aime tes yeux parce que c'est souvent les yeux qu'on a quand non, on propose. Mais c'est parce que je vais embarquer là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Okay? Le premier, tu l'as dit, tu sais, un petit blog de dire, tu sais, on a été nominé comme meilleure entreprise de service. OK, fine. Mais l'objectif, comme tu dis, c'est de te donner de la valeur puis d'être capable de dire pourquoi est-ce que c'est moi le meilleur. Je vais te donner des trucs, je vais te donner des conseils parce que ce contenu-là va pouvoir être interprété comme de la valeur que je vais donner aux gens. Moi, je suis à la même place que toi. Quand j'ai commencé mon agence en 2015 jusqu'à 2020, je te dirais, dans tous nos mandats qu'on faisait, on avait inclus des articles de blog. Okay. Ça prend des articles de blog qu'on va mettre sur ton site web, tout le kit. À partir de 2020-2021, ça a pris le bord. Le monde était comme « Ah non, on met des ads ici, puis ça va rouler, puis tout le kit. » La réalité, c'est que pendant la COVID, ça a fonctionné. Ouais. Mais là, je trouve qu'on revient tranquillement, pas vite, puis on est en même place. On n'est pas dans la même, dans la même industrie. Je veux dire, tout est dans le SEO. Moi, je suis plus dans le marketing numérique, mais je vois le même constat. De dire, il faut commencer à donner de la valeur, il faut commencer à bâtir, puis tout le kit. Mais l'élément que je trouve le plus important là-dedans, parce que moi, je suis créateur de contenu, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de prendre un article de blog comme étant un début puis une fin. Mm-hmm. Tu sais, de dire, j'ai fait mon article de blog, je l'ai mis sur mon site web, job's done. Non, moi, j'appelle ça ma pièce maîtresse. Ouais. Tu viens de créer une grande pièce de contenu que, oui, tu vas utiliser pour ton site web, mais dans cet article de blog-là, ben, il y a du stock pour faire une infolette. Il y a des paragraphes que tu peux utiliser pour des posts Facebook, des posts LinkedIn. Il y a des citations que tu peux utiliser pour Instagram. Il y a du contenu texte que tu peux transformer en format audio ou en format vidéo. Man, c'est une mine d'or. Là. Oui. Moi, je travaille juste avec mes pièces maîtresses. C'est-à-dire, je vais faire une grande pièce de contenu, puis ensuite de ça, ou à l'inverse, puis même là, je pars. Moi, souvent, mes articles de blog partent d'un épisode de podcast. Mm-hmm. Tu sais, de dire, avec les AI, on va avoir l'occasion de revenir, c'est de dire, je fais une grande pièce de contenu en format audio, maintenant l'AI est capable de me transformer en format texte, je viens de l'avoir, mon article de blog. Fait que, faut pas voir l'article de blog comme étant un produit en soi. C'est de dire, c'est un des éléments où c'est une pièce maîtresse qui va me permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Et l'objectif qu'on parle dans ton cas présent, c'est le référencement, améliorer notre présence sur le j'aime web. ce que tu dis. Puis, tu sais, même des fois, éventuellement, dans une stratégie marketing, on va parler de, exemple, de pièces de contenu en échange d'un courriel. Donc, de monter, exemple, un document de je te donne les 10 conseils que je ferais pour X en échange d'une adresse courriel. Mais, tu sais, souvent, ça, c'est tiré de 10 articles de blog que tu as déjà 100%. Écrit quelque chose là-dessus. Fait que, tu sais, ce que tu es en train de faire quand tu rédiges un blog post, ben, comme tu dis, ça t'aide dans tout le reste de ta stratégie. Fait que d'une raison supplémentaire de ne pas faire juste des blog posts qui vont parler de toi puis de dire que tu as été super ou nominé à un gala, mais de faire du contenu qui vont aider les visiteurs parce qu'après, c'est des pièces carrément, ou même dans des présentations, des pitchs, tu sais, d'être capable de dire comme, regarde, moi, le contenu, je le réutilise dans mes présentations parce que ce que je dis, c'est pas sorcier, c'est quelque chose qui va aider les clients. Là. Ce qui m'amène à quelque chose, puis là, on tombe quasiment dans un cercle incestueux. Tu sais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger des articles de blog. Fait que, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Puis après ça, je vais te présenter ma méthode, puis je veux que tu me la challenges à savoir si c'est une bonne ou pas une bonne. Ben OK, mais l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut l'utiliser. Il faut s'aider, mais il ne faut pas faire que du contenu avec l'intelligence artificielle. Fait que je pense que l'humain reste important. C'est de faire, tu sais, l'intelligence artificielle peut nous aider à chercher les sujets qu'on veut, de l'information pour backer nos sources, par exemple, de quoi on veut parler. Mais après ça, il faut que le voice and tone, ça soit l'entreprise, puis que ça soit Marco Bérubé qui parle, puis de la façon qu'il l'explique. Fait que moi, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est peut-être 60-40, 50-50 avec l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas tomber dans le panneau de le faire que par l'intelligence artificielle parce que ce qui nous guette, c'est que oui, au début, ça va fonctionner. C'est, surtout en SEO, GEO, là, mettons que ton compétiteur, il n'en fait pas 0, puis toi, tu te mets à en faire plein avec l'intelligence artificielle, c'est sûr que tu vas avoir des résultats, c'est certain, mais c'est pas bon sur le long terme, puis tu pourrais être pénalisé, puis cette pénalité-là n'est pas récupérable. Tu ne peux pas appeler Google ou ChatGPT pour dire hey, je m'excuse d'avoir fait ça un peu... broche à foin. Ouais, broche à foin, je voulais pas le dire, mais ouais, fait que, tu sais,
Fait que toujours mieux de le faire comme il faut. Ça prend un peu plus de temps. Tu sais, Marie a fait du contenu pour nos clients. Un bon article de blog, ça peut prendre 2-3 heures là, comme il faut. Là. C'est pas quelque chose qui se fait en 10 minutes. Mais le résultat, il est là, puis il va rester là pour longtemps. Tu sais, tu vas devenir une vraie source. Puis ce qui revient encore à ce qu'on disait tantôt, c'est qu'un 2-3 heures pour mettre un article de blog sur un site web, c'est énergivore. Ouais. Un 2-3 heures pour faire un article de blog qui va ensuite te permettre de le décliner en 10, 20, 30 pièces de contenu. Là, qui risque que c'est rentable. Moi, l'enjeu que j'avais avec la création d'articles de blog avec l'intelligence artificielle, puis tu me corrigeras si je me trompe, c'est que admettons que je suis un entraîneur privé, c'est l'exemple que je donne tout le temps, puis ça me fait rire. Là. Et je lui demande de me rédiger un article de blog sur les 5 trucs pour perdre du poids. Ouais. Mais je veux dire, on s'entend, là, le site ChatGPT, là, il va me dire fais de l'exercice, mange pas de sucre, réduis tes portions, bois de l'eau. Ouais. Tu sais, il va pas me sortir du Science Rocket. Là. Ouais. Fait que je vais avoir un article de blog de Small Talk. Ouais. Qui a très peu de chances d'être différent des autres articles de blog qui sont disponibles sur la base de données. Là. Ouais. Je veux dire, j'ai pas quelque chose d'exceptionnel qui fait que je sors pas du lot. Donc, les chances que je sorte dans les résultats de recherche en premier sont amoindries. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Ça fait vraiment du sens. Moi, tu vois, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je prendrais un des points d'un article qui serait plus comme déjà fait puis que tout le monde sait ça, mais je ferais vraiment un article sur pourquoi réduire le sucre est important pour un plan de gym là, ou un plan de perte de poids. Fait que je dirais vraiment plus deep sur un sujet qui est couvert par un ensemble de plus grands articles. Pourquoi? Parce que ChatGPT et Google va préférer avoir plus de profondeur sur un contenu, d'avoir plus l'impression, là, parce que c'est sûr qu'on peut toujours manipuler puis dire qu'on connaît ça, la perte de... Mais on va dégager une notoriété puis une certaine autorité sur le sujet parce qu'on va plus deep, on prend plus de risques de rester en surface puis de dire, le top 5 des choses que tu devrais faire pour la perte de poids, c'est ça. On va vraiment aller plus en détail. OK. Fait que dans le fond, je prends mon article de blog qui dit « Bois de l'eau, réduis tes portions, évite le sucre ». Là, ce que je fais, c'est dire « Article de blog 1, pourquoi boire de l'eau peut permettre la perte de poids ». Article numéro 2, article numéro 3. Fait que là, je fais 5 pièces de contenu à haute valeur et ces 5-là ensemble vont me donner quasiment plus de chances de pouvoir sortir. Je vais t'expliquer comment moi, je fais mes articles de blog, OK? Puis là, je suis comme un peu nerveux parce qu'on est enregistré et tout, puis là, on va savoir. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais utiliser ChatGPT et je vais lui demander qu'il m'aide à structurer mon article de blog, mais c'est moi qui vais le rédiger. Okay. Fait que je vais lui poser la question, peux-tu me sortir des sujets sur mon industrie ou quoi que ce soit? Il va me proposer des sujets. Je prends mon sujet, je lui demande ensuite, est-ce que tu peux me proposer, puisqu'il va sortir des titres qui sont très, très basiques, je vais lui demander, est-ce que tu peux me proposer des titres optimisés SEO, genre des titres qui sont un petit peu plus dynamiques et tout? Ensuite de ça, je lui demande, est-ce que, basé sur l'article que je veux faire, est-ce que tu peux me proposer une liste de 20 ou 30 mots qui pourraient être optimisés SEO? J'ai vraiment le vieux modèle, puis je veux voir s'il fonctionne. Fait que là, il me sort une vingtaine de mots-clés, trentaine de mots-clés que je peux incorporer dans mon article. Et après ça, je lui demande de me faire une structure de texte avec H1, H2, H3. Et là, il me sort les titres H1, H2, H3. Après ça, je prends ça. Fait que là, j'ai mon plan d'écriture, j'ai mes mots SEO, et là, je me dois de faire la job de dire, là, mets ton cerveau là-dedans puis ton intelligence. Sur 10, mettons. C'est bon, sérieux, on n'aura pas besoin de couper ce segment-là. Là. Je pense qu'on a un bon... Puis là, on regarde Marie qui est aussi elle qui fait le contenu. Elle a fait un pouce en l'air, donc c'est une bonne chose. Je dirais que sérieux, c'est un bon 7-8 sur 10. Là. Je trouve que tu l'utilises de la bonne façon. Moi, au début, ce que j'ajoute... C'est donc un chien. Il me fait comme c'est vraiment bon, puis tout, puis après ça, il dit 7-8 sur 10. Attends, je vais te montrer comment tu pourrais improve le yes, c'est ça que je voulais. Au début, là, moi, c'est un petit secret, là, mais... Va sur Google. On est juste toi puis moi. Là. Fais ta recherche, mettons, de où tu voudrais te positionner. Fait que cet article-là, c'est quoi l'objectif que tu veux? C'est d'être premier sur comment perdre du poids. Bon. Fait qu'écris comment perdre du poids sur ChatGPT, sur Google, en nav privé, là, c'est important pour pas que tu ailles tout le temps tes vieilles recherches. Fait que fais ces recherches-là, prends le top 5. Je t'arrête tout de suite. Navigation privée, là, c'est dire que... Parce que dans le fond, on a tous les cookies puis on a tout notre comportement. Fait que si je fais une recherche sur Google et que j'utilise souvent mon Google, ben la réponse va être altérée par ce que moi je recherche. Fait que tantôt, on parlait de l'exemple d'avocat.
Ben, si je suis allé plusieurs fois sur le site d'un avocat X et que là, je cherche un avocat, il y a crissement plus de chances qu'il me donne le résultat et tout ça. Fait que quand je m'en vais en navigation privée, c'est dire qu'il oublie tout ce que j'ai fait avant. Exactement. Et là, il va partir avec un clean slate là, de dire tu m'as pas déjà donné de l'info ou déjà donné des comportements. Fait que c'est là que tu voulais dire par de navigation privée. Tu sais, c'est sûr que à la maison, c'est pas évident. Là. Nous autres, ce qu'on fait pour rajouter une couche, puis tu sais, t'as un côté technique, fait que tu vas pouvoir le faire, mais je sais pas si tout le monde va être capable de faire ça, mais nous autres, on simule en fait la position comme si on était le client. Fait que par exemple, si tu me dis, moi, je suis une entreprise, je suis un avocat, mais je dessert principalement Montréal, le meilleur des scénarios, c'est d'être comme si j'étais quelqu'un de Montréal qui faisait une recherche. Fait que nous, on a les outils pour faire ça. Fait qu'on se positionne comme étant le visiteur à Montréal qui fait la recherche. Fin de la parenthèse. À la maison, déjà, juste d'ouvrir une navigation privée, on passe sur un clean slate, comme tu as dit. On fait notre recherche. On prend les 5 premiers non payants. Là, fait qu'on enlève tous ceux qui payent pour être là. Tu prends les 5, puis ajoute ça au début de ta recherche avec ChatGPT pour voir ces 5-là, c'est quoi qu'ils ont fait comme contenu. Est-ce que la longueur de leur contenu, c'est quoi les mots-clés qu'ils ont utilisés? Est-ce qu'ils ont mis des listes à puces, des tableaux? Parce que ChatGPT puis Gemini vont adorer tout ce qui est liste à puces, tableaux comparatifs. Parce que c'est facile. Exact. C'est facile à aller chercher. En ayant ces données-là sur le top 5, mettons, des résultats, ça va permettre de voir, c'est-tu jouable de penser d'être premier, premièrement? Puis c'est quoi la charge de travail? Si tout le monde a des 2000 mots, super bien SEO, super bien répondu, la game est plus tough que si tu arrives, puis OK, c'est juste des articles de 400-500 mots, puis tout le monde parle de eux, puis pas vraiment de la solution, pour exemple, la perte de poids. Ben là, ça serait ma première étape. C'est de m'assurer de c'est quoi mon marché pour cet article-là, il est où ma difficulté. Fait que ça, j'ajouterais ça au début de ta recherche au niveau de ChatGPT. Puis l'autre chose, c'est que moi, je travaille vraiment beaucoup par étapes. Fait que je fais vraiment, ChatGPT a de la misère, moi, je trouve, à te faire un gros plan. Fait que je sais pas si dans ta technique, tu y vas... Tu le morcelles, en tout cas, tu le découpes en plusieurs portions. Mais moi, je viens vraiment travailler, OK, je veux l'intro, la meilleure intro. Qu'est-ce que je devrais faire pour battre ce top 5-là? Après ça, je recommence. Même question, je veux le meilleur H1. Puis j'essaie de ne pas tout faire le plan d'un coup parce que une raison qui ne m'est pas encore connue, là, mais quand tu lui demandes de faire tout le travail, il va finir par bâcler. Moi, je niaise tout le temps avec ça quand je donne des formations, puis ça fait rire les gens, là, puis je suis désolé pour toi. Là, je dis il faut vraiment que tu considères ChatGPT comme un homme. Une tâche à la fois. Si tu en donnes plusieurs, il est perdu parce qu'on dirait que tu lui mets trop de paramètres. Et là, il commence à les mélanger, puis là, il est en train de dire OK, il veut que je rédige quelque chose. Non, je veux juste que tu analyses. Mais c'est sûr que si dans ma requête, je lui ai dit, je veux que tu m'analyses, que tu me donnes des recommandations et que tu me réécrives, ben là, il peut faire des connexions qui font pas de sens et tout ça. C'est la base de la communication. Je veux dire, si tu donnes une tâche à n'importe qui, tu en donnes une à la fois, tu as plus de chances qu'ils comprennent. Parce que pour nous, c'est clair dans notre tête. C'est comme, moi, ce que j'ai expliqué à Marco, il me semble que c'était super clair, mais je t'ai donné 12 points que moi, je pensais clair. Tandis que si je t'en dis un, il y a plus de chances qu'on s'entende sur le fait que ce point-là, je le comprends, puis je vais te donner un résultat pour ça. Puis pas hésiter de demander à ChatGPT, avant de commencer ton travail, peux-tu m'expliquer ce que tu comprends de ma question? Puis as-tu des questions pour peaufiner le résultat que tu vas me donner? Un des plus gros hacks pour moi de ChatGPT, c'est les gens banalisent le fait de demander à ChatGPT de poser des questions. Moi, je travaille toujours comme ça, c'est de dire, hey, j'ai un projet, je veux rédiger un article de blog que je voudrais qu'il soit optimisé pour que le SEO aider mon référencement. Avant de commencer, peux-tu me poser 20 questions sur mon projet? Là, il va te poser des questions que toi-même, tu n'as pas pensé. Et là, tu vas, ce que j'appelle le terrain de jeu. Là, tu vas le contextualiser encore plus parce qu'il est capable, OK, tu fais du marketing numérique, tu donnes des formations, mais tu es situé au Québec, détail crissement banal, tu sais, parce que si tu le spécifies pas, ben lui, ça se peut qu'il te dise qu'il te parle de la France parce que tu parles en français. Fait que tu es capable de contextualiser. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, si je résume bien, c'est que dans mon plan, qui était vraiment bon, mais que tu as donné 7 sur 10, tu rajouterais la première étape. Tu rajouterais la première étape de dire, avant de commencer sur ChatGPT, va faire des recherches sur Google pour voir qu'est-ce qui sort comme résultat de recherche et de prendre ça comme base pour pouvoir travailler avec Chat. Puis le deuxième point, c'est de dire, quand tu as tout fait ton chemin,
ben bâtis ton article de blog un morceau à la fois en disant je veux que tu aies je veux avoir un bon titre, je veux avoir un bon, tu sais, et là tu le bâtis de cette façon-là. Moi, j'étais plus old school, je te dirais. Ben, puis encore une fois, tu sais, c'est des outils, puis on les utilise comme on aime. Ouais. Moi, j'adore rédiger. Pour moi, c'est facile de rédiger, puis j'aime ça. Fait que moi, j'aime bien faire mon plan. Puis après ça, quand j'ai mon plan, j'appelle ça sortir de la machine. Tu sais, je prends le plan, puis je le mets dans un Google Doc. Là, je me mets en mode puis je rédige de cette façon-là. Cependant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais facilement, après ça, prendre, puis je réalise que je le fais pas, je pourrais facilement prendre mon article de blog et le ramener dans la machine pour le challenger un peu, pour dire comment est-ce que je pourrais... Ben là, c'est Marie qui m'a fait encore un thumbs up. Mes 2 points, tu me scoopes un peu. Excuse-moi. Non, ben non, écoute, je vais baisser à 6 sur 10 si tu continues. Mais non, sérieusement, ça, c'est... Avant d'aller là, l'autre chose qu'il faut faire absolument avec l'intelligence artificielle, c'est d'essayer d'avoir des réponses de plus qu'un outil. Puis il y en a qui coûtent pas cher, il y en a des versions gratuites de d'autres. Essayez de mettre le plan, dans le fond, ce que tu viens de faire, les étapes avec ChatGPT, là, si tu as le luxe de prendre un autre 10 minutes, parce que là, tu as toutes tes questions, tu sais tout où tu t'en vas, donne-les à 1 ou 2 autres outils d'intelligence artificielle. Tu serais surpris les affaires qu'un autre va te trouver. C'est la même affaire que quand tu as une idée, puis là, tu en parles à ton beau-frère qui, lui, t'amène un plus, tu en parles à ton meilleur ami qui t'en amène un autre, puis c'est la même affaire avec l'intelligence artificielle. Ils ne pensent pas tous de la même façon. Fait que là, je fais mon plan. Je fais mon plan de voici, tu sais, mes SEO. Je suis allé sur Internet, j'ai trouvé mes affaires, je mets ça dans ChatGPT, il me donne un plan pour tout le kit. Je refais exactement le même processus dans Claude, le même processus dans Grok, le même processus dans DeepSeek, le même processus dans Manus, le même processus. Puis là, tu sais, je peux en mettre. Et là, ça va me donner des réponses complètement différentes. Ouais. Puis là, ce que tu vas me dire après ça, c'est que je prends toutes ces réponses-là, je sac ça dans un, puis je dis, peux-tu me faire un condensé? Je veux le meilleur de tout ça. Tu sais, je veux dire, puis les outils, souvent, ça coûte, je sais, là, ça peut finir par, t'en as 4-5 à 20-30$, ça vient que ça coûte cher, mais ça vaut rien. Tu sais, combien on aurait à payer s'il fallait aller voir 5 experts pour faire une étude de chaque article? Tu sais, ça n'aurait pas d'allure. Puis là, on a accès à le faire. Pourquoi se couper de dire, on va demander à différents outils qu'est-ce qu'eux feraient dans cette situation-là, puis prendre le meilleur de tous ces outils-là? 2 éléments là-dedans. Le premier, il y a la courbe d'apprentissage. C'est sûr que la première fois, ça va être tough puis que ça va être long. Mais si on demande à Marie combien de temps ça y prend aujourd'hui, c'est bing, bing, flow. Là, je veux dire, elle est habituée, elle a sa méthode de travail, ça va très vite puis tout le kit. Fait que, tu sais, un entrepreneur qui a peur de faire ça va le faire, puis après 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il va avoir développé sa méthode qui va être super rapide. Puis la deuxième chose, parce que c'est inévitable qu'on s'en va là, c'est de dire... C'est quoi le prix à payer? Moi, j'appelle ça le ROI. C'est quoi le return on non-investment? Combien ça coûte de ne pas le faire? Ouais. Hey, la journée là, que les taux de clics descendent à 90%, puis tes ads, ils marchent plus, puis tout le kit. Puis là, t'es comme, ah ouais, j'aurais peut-être dû mettre un peu d'énergie là-dedans. Ben, Chris, ça va être trop tard. Là. Ben oui. T'sais? Fait que c'est inévitable d'une certaine façon qu'il va falloir y aller de cette façon-là. Le meilleur exemple, c'est Ricardo. J'en parle, je pense j'en avais parlé aussi à la radio, mais Ricardo, là, oui, les autres compagnies de recettes puis tout ça payaient beaucoup de ads, mais lui, il s'est concentré beaucoup sur ce qu'on appelle l'organique, le SEO. Puis à chaque fois que tu fais une recherche pour peu importe quoi au Québec en lien avec l'alimentation, Ricardo est dans le top 3 s'il n'est pas premier. Là. Puis ça a une valeur sur le long terme parce que même s'il avait investi des dizaines puis des dizaines de milliers de dollars en publicité, c'est toujours une guerre de qui va mettre le plus d'argent. Ouais. Tandis que là, lui, il a pris le territoire, il a vraiment la place, le territoire sur les moteurs de recherche. Puis quand il a vendu, tu sais, je connais pas les détails, mais assurément, un IGA devait avoir de l'intérêt, oui, pour les livres, puis la marque, puis tout ça, mais surtout sur le fait qu'il cherche n'importe quoi sur Internet. Ricardo va être là en lien avec l'alimentation, là, évidemment. Avocat, divorce, Ricardo. Mais tu sais, aux États-Unis, on va avoir la même chose avec HubSpot. Tu sais, fais une recherche sur n'importe quel texte, CRM ou outil. HubSpot est tout le temps dans le top 3. Ils achètent même des blogs puis des sites web dans le domaine, exemple, des entrepreneurs, quoi que ce soit, pour aller chercher ce trafic-là parce qu'ils veulent être partout. Ils ont des tentacules un peu partout. Fait que je trouve que c'est important. Ça crée un actif. Fait que le travail que tu mets, même si ça prend 3 heures puis tu le fais à chaque semaine, sur le long terme, ça a une valeur énorme. C'est drôle parce que c'est une comparaison que j'ai dit souvent. Puis hier, j'ai fait la liste des gens que je voulais inviter sur mon podcast. Puis j'ai mis quand même des Top Guns, puis j'ai mis Ricardo. J'aimerais vraiment ça avoir Ricardo sur le podcast pour parler. Je pense pas que c'est lui qui va me parler de sa stratégie de contenu et tout, là. Mais moi, j'aime dire et
j'ai la prétention de dire que je veux devenir le Ricardo des médias sociaux. D'être capable de dire, tu cherches un truc, tu cherches un conseil, Marco, il va te le donner. Puis la métaphore que j'utilise tout le temps avec ça, c'est de dire, tu sais, Ricardo ne fait pas d'argent avec ses recettes, là. Quand il te donne sa recette de spaghetti sauce à viande, il ne fait pas une scène. Quand il se donne son shortcake aux fraises, il ne fait pas une scène. La seule affaire, il est top of mind dans tout. Ben oui. Fait que quand vient le temps d'acheter des assiettes ou une mijoteuse ou des plats préparés, il est top of mind. C'est un masterclass d'utiliser l'organique pour être capable de générer de la business. C'est clair, quand tu arrives à l'épicerie et tu vois son magazine, tu l'as vu dans 2 recettes que tu as faites en fin de semaine sur son site, veux pas, tu es amené à voir les choses qu'il fait. Tu vas vouloir acheter ses produits, puis je trouve que c'est tellement une façon. Puis là, je vole un peu qu'est-ce que Marie souvent dit, mais la façon qu'il a travaillé ses pages aussi avec comme la meilleure tarte aux pommes ou la meilleure... Tu sais, les gens, c'est ça qu'ils cherchent. Là. Ouais. Je veux dire, moi, quand je fais une recherche, c'est pas comme je veux la pire tarte aux pommes qui existe. Je veux faire la meilleure recette de tarte aux pommes pour impressionner ma belle-mère, tu sais, qui, je sais pas, en passant, si elle mange de la tarte aux pommes, mais c'est un autre, c'est un autre sujet. Fait que, tu sais, je trouve que aussi dans la façon, il a été précurseur au Québec, du moins, à ne pas juste dire, ben moi, je fais des tartes aux pommes. J'ai la recette de la meilleure tarte aux pommes, puis il va donner beaucoup de conseils, puis il en donne beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une autorité aussi forte. Au lieu de dire, moi, je vais tout avoir des gates partout, puis je vais demander qu'on paye un 29,99 pour avoir accès à toutes mes recettes en ligne. Non, je vais en donner beaucoup, puis je sais que je vais finir par avoir un retour, puis tu sais, forcé d'admettre que c'est quelque chose qui marche bien. Je pense que ça va bien, ces affaires. Ouais, j'ai pas trop d'enjeux là-dessus. Fait que dans le fond, là, on vient de décortiquer la méthode pour pouvoir rédiger un article de blog optimal qu'on va ensuite pouvoir réutiliser et tout le kit. Mais ça, dans le fond, ce que j'en comprends, on a pris un gros exemple pour dire que c'est ce que vous faites. Ouais, fait que quelqu'un peut arriver et dire, moi, j'ai pas le goût de me fâcher avec ça, j'ai pas les compétences, j'ai pas le goût, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Vous pouvez le faire pour moi et vous faites ce travail-là d'être capable de tout décortiquer puis de m'assurer que mon référencement s'améliore. Oui, exactement. Puis, tu sais, on travaille vraiment en retour sur investissement. Fait qu'au lieu de vendre avant, quand on travaillait en web, ben, tu sais, on vendait, exemple, une refonte de site web où c'était pas. Tu avais quelque chose de tangible dans le sens où tu voyais une nouvelle image de marque, un nouveau visuel, tu étais content, tu étais fier. Mais on ne pouvait pas dire hey, ça m'a rapporté tant de plus. Aujourd'hui, avec le SEO, le GEO, on est capable de dire ben gars, la personne est venue sur le site web par cette porte d'entrée-là que ton compétiteur n'a pas ramassé. On est même capable, dans certains cas, exemple dans du commerce électronique, de dire la transaction s'est faite là. Puis il ne faut pas oublier quelque chose. Éventuellement, si tu veux refaire de la publicité, il y a tout ce qu'on appelle le retargeting, d'être capable de reproposer ton produit à quelqu'un sur d'autres médias, par exemple, qui est venu sur ton site, mais après ça, il va sur Facebook, puis tu y remets une publicité de ton livre, par exemple, que tu veux vendre. Toute la donnée que tu accumules sur ton site web parce que tu attires des visiteurs, là, ça vaut une fortune. Là. Ricardo, pour revenir à l'exemple de Ricardo, imagine après, quand tu vas sur Facebook, il est capable de te parler de sa mijoteuse dans une publicité parce qu'il sait que tu es venu sur son site web. Fait que si j'ai 60% de personnes de moins qui viennent sur mon site web, j'ai 60 personnes de moins que je peux recibler. Exact. Ma question, puis je sais même pas, je me doute de la réponse, mais on va arriver au stade qu'on va être capable de faire du reciblage à partir des résultats d'intelligence artificielle, là. Ah ouais, moi, je pense que oui. Je sais pas comment ils vont l'orchestrer. Je vais le décortiquer, c'est de dire... L'exemple du paddleboard, c'est de dire, je fais une recherche sur ChatGPT pour me faire conseiller un paddleboard. Tu m'as conseillé un paddleboard XYZ et je suis persuadé qu'éventuellement, la personne va aller sur Facebook et elle va se faire proposer ce paddleboard-là. Ouais, puis tu sais, c'est hallucinant. On a un problème avec les sites web parce que tu sais, avec la loi 25, les cookies, les gens qui veulent pas être trackés, on s'en va avec l'intelligence artificielle parce que là, quand on est sur Google, on accepte des conditions d'utilisation d'utiliser Gemini. Et quand on installe ChatGPT sur notre ordinateur, on accepte des conditions d'utilisation. Ça devient une donnée intéressante quand même pour les gens qui, moi, dans les 2 dernières années, je les vois, là, les données en baisse, entre guillemets, parce qu'il y a certaines personnes qui décident de ne pas vouloir être trackées, donc tu ne peux pas avoir de l'information sur eux. Ben, à l'époque, la plus grosse coupure qu'il y avait eu, c'est quand ils ont fait iOS 14 là, d'Apple, là, qui a coupé comme 25% du trafic en un claquement de doigts et tout. Mais tu sais, comme ils disent dans Moneyball, c'est adapt or die. Je veux dire, tu n'as pas le choix de t'adapter, puis je trouve que ta méthode, elle est vraiment, vraiment intéressante parce que, tu sais, j'ai jamais fait l'expérience et je serais curieux. Tu sais, moi, je m'adresse à des travailleurs autonomes, solopreneurs, petites entreprises qui veulent reprendre le contrôle de leurs médias sociaux. Puis ça me fait capoter parce que je me dis, Chris, ces gens-là, là,
ils vont pas aller sur Google pour dire comment je fais pour faire mon marketing moi-même. Ils vont aller sur ChatGPT pour faire leur marketing eux-mêmes. Et là, d'être capable de tweaker mes patentes pour que quelqu'un qui arrive, puis là, tu me dis si c'est quelque chose de réaliste ou pas, mais tu sais, quelqu'un pourrait arriver puis dire j'ai pas de budget, je veux faire mon marketing par moi-même, je fais ça dans la vie, papa. Et là, quand il pèse sur Enter, ça dit tu devrais penser à utiliser la technique Moneyball qui a été créée par Marco Berube qui te permet. Fait que ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Oui, définitivement. Puis on s'entend là, que c'est un monde de possibilités qui est absolument épouvantable. Là, écoute, des fois, là, on parle à des gens, après ça, ils partent de conversations avec nous, puis ils sont comme hey, j'ai eu plein d'idées. Dans le fond, on peut positionner un peu n'importe quoi, n'importe quel produit peut avoir une deuxième vie maintenant parce qu'avant, on était pris dans les Google Ads puis les grosses compagnies qui avaient les positions. Mais là, on peut se positionner comme un expert dans un domaine puis aller chercher ces résultats-là qui sont. Puis il faut être au début de la course. Là. C'est là. OK, aux États-Unis et en Europe, c'était il y a 2 ans. Là. Ouais. Mais au Québec, là, c'est là. On y arrive. Là. Ben, c'est parce que dans 3 ans ou dans 2 ans, quand quelqu'un va avoir fait tout ce contenu-là, imagine, mettons, nous autres, dans notre stratégie, c'est 2 contenus par semaine. Imagine dans 2 ans, quand le compétiteur ou peu importe quelqu'un d'autre, un nouveau joueur dit je vais commencer à le faire. Tu peux pas faire tout ça du jour au lendemain. Là. Même si tu as $1 million, tu dis moi, je vais pondre 100 articles de blog aujourd'hui. Là, j'ai vu un post LinkedIn il y a à peu près 1 mois, une compagnie qui disait qu'il avait fait du contenu AI. Il avait généré comme 1000 blog posts. Il avait eu tout leur business roulait que par l'organique. Fait qu'il y avait des leads en fou. La journée qui ont été déclarés spam par ChatGPT puis Google, ils ont perdu toute leur position. Ils ont été obligés de changer de nom là, parce que le nom, il s'allie. C'est comme si, après ça, tu ne peux plus rien faire avec ce nom-là. Tu ne seras plus jamais proposé comme un expert parce que tu as essayé de manipuler, si on veut, les algorithmes. Fait que si tu le fais proprement puis de la bonne façon avec une certaine constance, j'imagine, en réseaux sociaux, je ne suis pas un expert de réseaux sociaux, mais une question de constance qui va être, qui va être bien vue, ben, c'est la même chose en SEO puis GEO. Là. Fait que c'est oui de faire du contenu des blogs, comme on vient de dire, mais de le faire de façon constante. Puis même si c'est un à intervalles réguliers, ça va être mieux que 10 une journée. Ben, tu sais, sur les médias sociaux, tu sais, c'est drôle, je veux dire, sur les médias sociaux et sur le SEO et sur la vie en général, constance et pertinence, c'est la clé. Tu sais, de dire, parce que tu peux être constant, mais si tu publies à 2 fois par semaine des articles de blog de marde, ben t'es pas mieux. Si 1 fois par 3 mois, tu publies un article incroyable, ben, tu seras pas plus avancé parce que tu n'auras pas la constance. Fait que c'est vraiment de faire le mélange des deux. J'aurais tendance à te dire que tu sais, 2 articles de blog par semaine pour la majorité, le commun des mortels, c'est du stock. Là. Surtout si tu dis que c'est un 2-3 heures, si tu fais le travail comme il faut. Fait que là, on parle de 4 à 6 heures pour être capable de créer du contenu. Ça peut être du stock. En faire un, que moi, je ferais un bel article de blog de 2-3 heures avec la belle valeur qu'ensuite je décline dans plein de formats, c'est un no-brainer. Là. C'est clair. Ça va avec la vitesse que tu veux des résultats aussi. T'sais. Si tu fais, exemple, un article par semaine ou même, mettons, 1 aux 2 semaines ou voire 1 par mois, ben c'est sûr que les résultats vont venir peut-être 100%. C'est la même chose que le gym. Si tu vas t'inscrire au gym, tu vas 1 fois par semaine, ça va finir par fonctionner et tu vas avoir des résultats, mais peut-être moins rapidement que la personne qui a été à intervalles réguliers aux 2 jours. Puis je reprends ton exemple. Si tu vas au gym 45 fois dans une semaine, puis tu t'entraînes 1 heure, tu n'auras pas plus de résultats. Là. Je veux dire, tu vas te scraper, tu vas te blesser, puis toute la quête. Fait que c'est d'y aller en disant, fait que tu sais, la théorie, puisque moi, c'est de dire, si tu es capable de. Ben, tu sais, en réalité, tu as 2 options. Si tu fais 2 articles de blog par semaine ou 1 que tu déclines ou tout ça, ou le deuxième, ben, tu travailles avec des gens qui sont experts là-dedans puis qui le font. Je sais pas si tu connais dessus. Qui font ça? OK, je pense qu'on est correct. J'étais comme, mais là, qui d'autre? Là, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres options. On est le numéro 1. Non, mais oui, mais non. Ce que je veux dire aussi, là, petit quick Golden Nuggets. Ça, c'est le segment Golden Nuggets du podcast. On arrive à la fin en plus. Fait que c'est parfait. Si vous ne l'avez pas écouté jusqu'à la fin, vous allez manquer le Golden Nugget. 2 choses là, dans les articles qu'il faut absolument que vous ayez, c'est des questions-réponses à la fin. Fait qu'une section FAQ, 2-3 questions
complémentaire au sujet de l'article que vous venez de faire. Fait que si vous parlez, exemple, du sucre, si on reprend l'exemple de dire pourquoi gérer mieux la gestion du sucre dans mon plan alimentaire va m'aider à perdre du poids, il faut penser à 2-3 questions que les gens qui vont lire le contenu pourraient avoir supplémentaires à ça, puis y répondre en 2 simples phrases. Ça, là, c'est du gros golden parce que c'est surtout ça qui va être mis de l'avant pour des questions, parce que des fois, les gens vont poser des questions très straight to the point, puis les outils vont venir chercher vraiment la réponse que tu as donnée qui était claire, rapide aux visiteurs. Fait que ça, c'est ultra important. 2-3 à chaque blog post, puis une introduction au début qui explique le sujet. Je sais que ça va paraître nono, là, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire des recherches sur comme qu'est-ce que tu veux dire par le sucre, par exemple, ou qu'est-ce que ça. Donc, souvent, au début de l'article, après l'introduction, j'aime bien mettre une définition. Fait que qu'est-ce que le sucre dans... où retrouve-t-on du sucre? Ou une question qui pourrait être vraiment banale puis qui se répond par un paragraphe à peu près là, de contenu, ça va être vraiment fort. Fait que la structure, ça serait, oui, un titre, une description, l'article, mais entre les deux, entre l'introduction puis l'article, je ferais une définition de quelque chose que je parle dans l'article. Qu'est-ce qu'un plan d'action sur les médias sociaux? Qu'est-ce qu'une stratégie numérique? Ou mettons, tu as un article sur Facebook, c'est quoi Facebook? C'est aussi nono que qu'est-ce que Facebook. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle tu recommandes ça, c'est que quand la personne va faire la recherche dans Google, si ton article de blog est très grand et très complet, là, tu optimises tes chances de sortir dans les résultats de recherche, mais tu demandes à l'intelligence artificielle de prendre ton contenu et de le synthétiser. Ouais. Tandis que si j'ai mis des questions courtes avec des réponses courtes, là, je lui donne la réponse tout cuit dans le bec de dire... comment puis-je réduire ma consommation de sucre quotidienne? Genre de question. Ouais. Et là, tu as la réponse. Fait qu'ils prennent ça tel quel, ils le mettent dans la réponse de Gemini, puis tu viens de simplifier sa job. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puis je trouve que ça cristallise bien. Quand je parle de l'algorithme, quand je parle de référencement, puis tout le kit, l'objectif n'est jamais de bypasser l'algorithme ou de bypasser le référencement, de dire « Hey, moi, j'ai trouvé comment tricher puis tout le kit. Ouais. » Je niaise avec ça, mais je dis tout le temps au monde, quand il y a du monde qui me dit « Hey, j'ai trouvé comment bypasser l'algorithme de Facebook. » Je suis comme « Ah ouais? Il y a 25 000 techniciens qui travaillent à temps plein sur l'algorithme, puis toi, là, dans ton demi-sous-sol, tu as réussi le truc. » Et là, toi, ce que tu viens de me dire, c'est que tu n'essayes pas de le bypasser. Tu travailles avec les paramètres de dire « Regarde, il y a du monde qui cherche des réponses. Toi, il faut que tu donnes des réponses. Moi, j'en ai qui sont simples, sont faciles. Tu as juste à les prendre tel quel puis à les mettre là. Fait qu'au final, tu aides Google. Mais tu sais, quand tu donnes une conférence, là, Marco, je suis certain que oui, tu as un contenu t'as un contenu dense de conférence, mais tu sais, au début, tu vas sûrement commencer avec quelque chose d'un petit peu plus comme accessible pour tout le monde. Puis à la fin, des questions-réponses. Tu sais, c'est un modèle qui existe depuis toujours, la nuit des temps. C'est vraiment, puis ça fait augmenter ta notoriété parce que quand ChatGPT ou Google va venir, il va dire crime, il en donne pour tous les goûts. Il parle à quelqu'un qui ne saurait pas même c'est quoi Facebook, par exemple, parce que tu réponds à une question qui est aussi simple que ça. Tu donnes du gros contenu intéressant aux gens dans ton article, puis à la fin, tu te réponds à des questions simples que les gens, la même chose que si tu donnerais une conférence comme expert, pourraient avoir en complément à cette conférence-là. Puis c'est pas rare, sérieusement, qu'après seulement quelques jours, tu vas voir que si tu fais des recherches autour de cette question-là, c'est toi qui es proposé, là, parce que tu as tout fait ce qu'il fallait pour être vu comme un expert sur ce sujet-là. Puis la réalité, puis il faut le dire, c'est que on est au balbutiement de tout ça. Fait que plus vite tu embarques dans le train, plus vite tu vas être en avant de la parade. Ouais, clairement. C'est comme un mélange de deux expressions ensemble. Plus vite tu prends le train, plus vite tu vas être en avant de la parade, mais il faut pas mettre la charrue devant un bœuf, puis Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oh, OK, bon, quand même recherché, là. Je suis pas de niveau. Mais non, mais sérieusement, il faut que tu sois là dès le départ. Puis, tu sais, c'est la même chose quand c'était en SEO. Les gens, il y a 15 ans, qui pensaient que... Tu sais, c'est le même dans plein de domaines. Je veux dire, tu peux penser que le Bitcoin, c'est pas bon, mais si tu en avais acheté, mettons, un petit peu au début, juste... Ouais, si t'avais acheté un Bitcoin en 2006, pour le correct, fun, pour le fun. Mais tu sais, puis on l'a vu, ne serait-ce que tout ce qui est les agents AI, là, où est-ce qu'il y a eu l'intelligence artificielle est arrivée, là, il y a des agences qui ont commencé à proposer des agents AI avec l'automatisation. Là, la vague est partie. Là, il y a plein de monde qui ont commencé à en proposer, mais c'est-à-dire...
sais, moi j'ai un ami qui m'a contacté parce qu'il disait hey, ce serait le fun d'en faire des agents AI. Sur le coup, j'étais hype. Là. Ouais. Mais après ça, j'ai commencé à regarder et j'ai fait c'est fini. Là. Ouais. La vague est passée. Là. Il y a des centaines, des milliers d'entreprises qui ont pris ça et qui l'ont fait. C'est quoi le prochain? Mais prends juste ChatGPT, c'est un peu ça. Le ChatGPT, c'est pas mal le Google du moteur de recherche. Ben oui, Je veux dire, oui, il en existe plein d'autres, mais moi, je dis, les gens me posent la question toutes les semaines. C'est comme, mais là, mon entreprise, est-ce que je devrais la positionner sur Perplexity, Claude, Gemini? Sérieusement, en ce moment, c'est ChatGPT. Là. Quand on parle d'intelligence artificielle puis de recherche, 100%. tout le monde va parler de ChatGPT. Puis les moteurs de recherche, c'est pareil. On me demande jamais de positionner sur Bing ou je sais pas quel autre moteur de recherche. Tout le monde va parler de Google. Fait que, tu sais, d'être le premier, d'être là présent, on peut le faire dans notre entreprise à nous, qu'on soit une entreprise d'un plombier ou dans n'importe quelle industrie. Ben, si tu as commencé ce travail-là avant les autres, tu as forcément un edge qui se crée. Là. C'est quelque chose, c'est normal. 100%. Francis, c'était vraiment, mais vraiment intéressant. Si les gens, ils veulent en apprendre plus. Oui, sitegrow.co. Sitegrow.co, SITEGROW.co. Exact.co. Vous pouvez nous contacter par là. Sinon, sur les médias sociaux, LinkedIn, on est quand même présent. On essaie de donner vraiment nos conseils de façon gratuitement, là, d'essayer de donner un peu comme aujourd'hui. Ouais, tu prêches, de donner des conseils. Tu walk the talk, de dire si tu commences à charger tes services, puis qu'après ça, ça fait une heure, tu me dis qu'il faut que tu donnes de la valeur, reste-tu, il y a un problème avec moi. Mais... non, je pense que c'est ça. C'est de redonner aux gens. Puis écoute, ouais. Fait qu'ils peuvent nous contacter comme ça. Puis nous autres, ça nous fait plaisir. On fait autant du coaching, de l'accompagnement, gants blancs, on fait tout. Il y en a des fois que le client va faire 50% de la job, nous, on fait l'autre 50%. Fait qu'on a vraiment différentes façons, s'adapte au budget là, des clients. Impeccable. C'était fort intéressant. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi, personnellement, j'en ai profité pour aller chercher du knowledge et tout le kit. C'était une mine d'or. Tu as dit tantôt que tu as fini avec une Golden Nugget, mais je pense que cet épisode-là est un Golden Nugget en soi. Gentil. Merci Francis, c'était super intéressant. C'était Marco et Francis Paquet de SiteGrow pour la Technique Moneyball.